Bien. Alors, Monsieur de Marcilly, on peut peut-être vous présenter rapidement. Je n'ai pas en tête tout votre très long curriculum. En tout cas, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous êtes professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'École des mines de Paris. Merci à Géologia de m'avoir invité à vous parler d'eau. C'est un sujet qui m'intéresse. J'espère vous faire partager mon intérêt pour ce sujet. J'ai failli faire l'école de géologie de Nancy, puis ça n'a pas marché. Je m'ai été présenté, je n'ai pas été reçu au concours, donc je le regrette encore. C'était une école fantastique. Alors, j'aimerais bien avoir mes premières images. Il y a un problème technique qui fait que, en gros, je vais essayer de vous présenter un peu une vision disons, un peu sociétale des problèmes de l'eau, en pas trop insistant sur les problèmes techniques et géologiques, pour vous montrer finalement quel est le problème de l'eau au XXIe siècle. Ouais, c'est bon. Alors, il y a un problème technique. Alors, je vous dis tout de suite que dans les problèmes de l'eau, on peut en mettre un aussi grand nombre que l'on veut. Et le point que je n'ai pas traité, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est le problème de la qualité des eaux. Il est évidemment sous-jacent à l'ensemble de l'utilisation de l'eau. Est-ce que l'eau est de bonne qualité? Est-ce qu'on dégrade la qualité de l'eau? C'est un point sur lequel il y aurait énormément à dire, mais bon, je me suis surtout concentré sur la quantité, où est-ce qu'on la trouve, comment est-ce qu'on l'utilise, à quoi elle nous sert, et comment est-ce qu'on peut, disons, en parler. Alors, alerte de sécurité. Là, il y a une alerte de sécurité. Voilà, parfait. Ah, c'est bien. Bon, alors maintenant, il faut que j'apprenne à... Je vais me tenir debout si vous m'en excusez, parce que j'ai du mal à parler en étant assis. Alors, d'abord, une petite image de la Terre que vous avez sûrement vue depuis l'espace. On dit souvent la planète bleue, en disant, sous-entendant, il y a énormément d'eau, tout va bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu celle-là, qui est une image évidemment synthétisée, faite par l'USGS aux États-Unis, et qui nous montre l'ensemble de l'eau que nous avons sur la planète. Alors, c'est intéressant, dans la mesure où on a rassemblé toute l'eau océanique dans la grosse goutte bleue que vous voyez, et à côté, sur la droite, vous avez une goutte beaucoup plus petite qui est l'eau douce, et encore plus petit, en dessous de la goutte d'eau douce, vous avez la goutte d'eau douce non gelée. Et si vous voulez, bon, la glace c'est très bien, mais en fait, nous, les humains, on a besoin d'eau non gelée pour pouvoir l'utiliser. Donc vous voyez que la quantité d'eau disponibles sur Terre, alors là je parle de stocks d'eau en eau douce sont extrêmement petits. Alors c'est évidemment très facile de faire peur par un journaliste au public en disant, vous voyez, on n'a que quelques pourcents d'eau douce, c'est une drame. La réalité, c'est que nous ne visons pas sur les stocks, mais sur les flux. Alors, petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas entendu dire, c'est que le stock d'eau sur Terre, c'est une constante. Par exemple, si on dit l'eau sera l'or bleu du XXIe siècle, sous-entendu au siècle précédent c'était l'or noir, c'était le pétrole se consomme et il disparaît. Si vous consommez de l'eau, elle reste, elle ne s'en va pas. Le seul point de départ de l'eau sur Terre, c'est dans la haute atmosphère par décomposition de la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. L'hydrogène étant léger, comme vous le savez, à peu près le même poids que l'hélium, et il part dans la haute atmosphère. Vous savez que la Terre dégage de l'hélium, et l'hélium départ dans l'espace interplanétaire parce qu'il n'est pas reçu suffisamment par la gravité. Il en a de même pour l'hydrogène, l'oxygène reste, et la quantité d'eau que la Terre aurait perdue, c'est des chiffres qui ne sont pas très sûrs, en 4,6 milliards d'années, l'âge de la Terre serait de 3 mètres d'eau. Ces 3 mètres d'eau, ce serait à comparer à la quantité totale d'eau, la grosse boule que je vous ai montrée tout à l'heure, si je la répartissais sur un océan unique couvrant toute la planète, il y aurait à peu près 3 km d'eau. Donc on a perdu 1 pour 1000. Je vais m'asseoir parce que je ne suis pas confortable debout. On aurait perdu 1 pour 1000 de l'eau que nous avons. Donc ce n'est pas inquiétant et on peut très exactement dire que l'eau est constante. Alors, j'ai dit que nous vivons sur les flux. Vous connaissez les flux de l'eau. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau perd à Saint-Somme. Un petit rappel historique. Les anciens, les Grecs en particulier, vivaient sur un flux, un cycle de l'eau totalement différent qu'on appelle le flux Perdé-Saint-Somme,
dans lequel, au lieu d'avoir de l'eau qui part dans les nuages et qui tombe en pluie, eh bien, c'est l'eau qui s'infiltrait dans la mer et ressortait dans les sources. On en parlera si ça vous intéresse, mais c'est assez récent que nous soyons venus au cycle actuel. Ça date des travaux de Perrault au XVIIIe siècle. Alors, je vous donne simplement un bilan qui donne les termes principaux de ce bilan qui nous alimente sur la planète. Alors, la montagne qui est représentée là, c'est les continents. Le chiffre en bleu qu'on appelle, c'est la précipitation, c'est 113 000 km3 par an. Et le chiffre qui repart, qui s'appelle l'eau verte, c'est 73 000 km par an. Ça, c'est de l'eau de pluie qui s'évapore ou qui est transpirée par les plantes qui vont elles-mêmes chercher l'eau dans le sol par les racines. Donc l'eau verte, c'est ça, c'est les 73 000 km3 d'eau évaporée ou transpirée par la végétation. La précipitation, je l'ai dit, 113 000. Et ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est l'eau qui s'écoule, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule dans les rivières, soit en crue, soit les rivières alimentées par les écoulements souterrains. Vous avez vu que les écoulements souterrains qui sont là représentent environ le tiers du débit des rivières. Donc c'est ça qu'on appelle l'eau bleue, et c'est cette eau bleue, généralement, que l'on privilégie quand on fait un exposé sur l'eau, et on oublie l'eau verte, c'est-à-dire l'eau du cycle naturel, sur lequel je vais beaucoup insister pendant cet exposé. Alors, la consommation actuelle en eau bleue, c'est-à-dire celle qu'on peut pomper dans les rivières ou dans les nappes, est de l'ordre de 2000 à 2500 km3 par an. Donc vous voyez que si je compare ce chiffre aux 36 000 km3 par an, qui est la ressource en eau bleue de la planète, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. On n'est même pas à 10% de l'utilisation de la ressource. Certains vont jusqu'à dire que la ressource récupérable en eau bleue serait de l'ordre de 29 000 sur les 36 000 qui s'écoulent. Donc vous voyez, même dans ce chiffre un peu plus réduit, avec lequel je ne suis pas d'accord, notre consommation actuelle est petite. Alors, entendons-nous bien, quand je dis consommation d'eau, c'est différent de prélèvement d'eau. Si par exemple, je prends de l'eau dans une rivière pour alimenter des turbines hydrauliques, c'est ce qu'on fait quand on fait des barrages hydroélectriques, l'eau, elle passe par la turbine et elle ressort dans la rivière à l'aval. Elle n'a donc pas disparu. Donc on ne peut pas dire qu'on a consommé le débit d'eau qui est passé par les turbines. On dit qu'il a été prélevé et restitué, pratiquement intégralement en volume. Et le chiffre dont je parle ici, c'est celui de la consommation. Et la consommation, la seule consommation qui se passe sur la planète, et ce n'est pas une consommation véritable, puisqu'elle reste dans l'atmosphère, c'est l'évaporation. L'eau qui est relâchée, qui est utilisée par exemple en agriculture, c'est une eau qui va, pour l'irrigation, être transpirée par les végétaux, elle repart et elle va à l'atmosphère, elle continue dans le cycle général, mais si vous voulez, elle a disparu du cycle continental. Alors, les consommations d'eau, c'est donc l'agriculture pour 70%, et c'est un peu de consommation industrielle et de consommation domestique. Alors, l'eau est-elle... voilà les stocks. Vous l'avez vu en image, je ne rentre pas dans le détail. L'essentiel, c'est les glaciers et les eaux souterraines pour l'eau douce, et le reste, c'est pas grand-chose, de l'ordre de quelques pourcents. Alors, je vais vous parler maintenant de cas un peu particuliers qui sont les endroits de la planète où on ne vit pas sur le cycle de l'eau, c'est-à-dire les flux qui arrivent chaque année par les précipitations, mais sur des stocks. Alors le premier, c'est peut-être le plus préoccupant, c'est les grands aquifères. Alors vous avez ici une vision incomplète bien sûr, mais des grands aquifères de la planète dans lesquels les eaux souterraines sont exploitées pour l'irrigation en général, mais elles sont exploitées à des rythmes supérieurs à l'alimentation naturelle qui provient de la pluie. Donc on est en train de vider des stocks. C'est bien cette notion de stock qui entre en compte. Le plus proche de nous, c'est quand même les grands aquifères du Sahara, ce qu'on appelle le continental terminal et le continental intercalaire, où vous avez à peu près sur 1 million de kilomètres carrés des aquifères extrêmement épais, qui sont très peu alimentés aujourd'hui, puisque l'essentiel de leur alimentation remonte à la fin des périodes glaciaires, c'est-à-dire 6000 ans à peu près, et donc aujourd'hui on les vide. Seulement les débits sont encore petits, si bien qu'ils ne sont pas rentrés dans les statistiques. Mais sinon les grands aquifères, on va le voir, se trouvent en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc. Alors quelques chiffres. Ces chiffres sont un tout petit peu inquiétants. Alors vous avez un classement des gens qui exploitent de l'eau en prélevant en excès par rapport à l'alimentation. Le premier c'est l'Inde,
Donc vous voyez, la quantité d'eau pompée annuellement est énorme, mais le surpompage, c'est la quantité prélevée dans les aquifères en Inde au-delà de la recherche annuelle. C'est-à-dire qu'on est en train de vider les aquifères de l'Inde. Donc vous voyez, ça représente 71 km3 par an. De même pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est surprenant. Et c'est un grand aquifère qui s'appelle l'Ogallala, qui va du nord du Canada pratiquement jusqu'au Texas, au milieu du continent américain, et sur lequel les fermiers américains, depuis des décennies, surexploitent. Ils le savent. Hein. Le cas suivant, plus inquiétant, c'est la Chine. C'est la Chine du Nord, c'est Pékin. Hein, les nappes à Pékin ont baissé de 50 mètres hein, en quelques dizaines d'années, etc., etc. Mais le chiffre qui est inquiétant, si vous voulez, c'est le total de tous les surpompages annuels, 256 km3 par an, à comparer à la consommation totale de l'irrigation qui est de 2500. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 10% de l'eau d'irrigation utilisée de par le monde est non durable, non renouvelable. Donc il faudra faire quelque chose. Et ces chiffres, il faut être très, très, très conscient qu'ils sont totalement imprécis. J'étais à un exposé il y a une dizaine de jours à Berne sur ces problèmes-là. Au lieu de 256, on arrivait à 120. Donc vous voyez, on a des ordres de grandeur d'incertitude de facteur 2 assez facilement. Enfin quand même, hein, tous les gens qui vont en Inde ou en Chine s'aperçoivent véritablement que ça ne peut pas durer plus que quelques dizaines d'années, 10 à 20 ans. Hein. Le rythme de prélèvement dans les aquifères va faire qu'un jour ou l'autre, ces aquifères seront vides et qu'on ne pourra continuer à irriguer qu'en prenant le flux annuel. C'est-à-dire la mousson de l'année, si elle est bonne, la recharge d'aquifères, on pourra pomper la saison suivante. Si elle est mauvaise, bon, on n'aura pas d'eau. Alors qu'actuellement, on se sert de ce stock pour, disons, tempérer les variations annuelles. Alors, les glaciers, bon, bah, ça va très vite. Là, ce n'est pas une surexploitation humaine, c'est le réchauffement climatique qui fait que les grands glaciers que vous voyez ici, les Alpes, l'Himalaya et les cordillères américaines du Nord et du Sud, il y aurait aussi peut-être l'Éthiopie à mettre, avec les hauts plateaux éthiopiens, mais enfin, il n'y a pas de glace, c'est le Kilimandjaro qui est de la glace. Bon, ces grands glaciers fondent. Où est-ce que c'est préoccupant? C'est préoccupant essentiellement en Amérique du Sud, parce que ces glaciers fondent à une vitesse fantastique, et dans 30 ans, tous les glaciers des cordillères andines auront disparu. Or, actuellement, des villes comme La Paz, en Bolivie, sont alimentées en eau de façon très généreuse par la fusion des glaciers andins qui, dans 20 ans, auront disparu. Donc, comment va-t-on remplacer l'alimentation actuelle de ces régions qui vient des glaciers qui sont en train de fondre quand il n'y aura plus? Alors, il y aura encore de l'eau, hein, il pleuvra, il continuera à pleuvoir, mais probablement que le fait que la glace les stocke et les restitue pendant la saison chaude, ce qui permet d'en avoir besoin quand on a besoin, ne sera plus là. Il faudra construire des aménagements, probablement des barrages. Alors, les icebergs, je passe parce que c'est une ânerie, on ne va jamais vivre sur les icebergs. J'ai fait un petit calcul, voilà, c'est joli, ça fait de belles photos. On saurait, s'il le fallait faire, ça a bien été fait, on saurait remorquer des icebergs et les amener là où vous les voulez pour les utiliser. Mais c'est idiot. C'est idiot. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour remorquer un iceberg qui ferait 100 000 m3 de l'Antarctique jusqu'en Arabie Saoudite, il faudrait dépenser 20 kWh d'énergie par mètre cube d'eau transportée. Or, le dessalement de l'eau de mer consomme 2 kWh par mètre cube. Donc c'est complètement idiot de vouloir dépenser de l'énergie à tirer un iceberg, le faire fondre, alors que si on veut dépenser de l'énergie pour avoir de l'eau, il suffit de la dessaler. Alors, ceci, c'est un dernier petit clin d'œil, je dirais. C'est un article tout récent qui est paru en décembre 2013 dans Nature et qui dit les enfants, vous n'avez rien compris, des eaux souterraines, on en a énormément sous la mer. Alors, le principe est très simple. Vous avez deux images ici qui montrent une zone côtière. Le premier, pendant une période glaciaire, le niveau de la mer est bas, comme vous le voyez, et donc vous avez au long du rivage et jusqu'aux rivières que l'on voit, de l'eau de pluie qui s'infiltre et qui alimente des aquifères, comme ça se passe aujourd'hui. Clac, la glace fond, la mer remonte, et vous voyez que la mer a réenvahi cette espèce d'estran qui avait reçu de l'eau pendant qu'il était, disons, sous les précipitations. Or, la remontée de la mer, c'est moins de 20 000 ans. Hein. Donc cette eau, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Donc il y a des quantités, alors ça a été estimé, sur les différents sites qui sont là, il y a des quantités qui ont été estimées, mais ce que vous regardez ça, le chiffre total, alors ce que ça vaut, j'en sais rien, hein, c'est deux, trois collègues, j'en connais un ou deux qui sont des gens sérieux,
Mais c'est du doigt mouillé, ça. Hein. Personne n'a été faire des forages très profonds, en de rares endroits, pour savoir si c'est vrai qu'elle est toujours là, et surtout si elle est douce. Parce qu'elle peut avoir été douce au moment où la mer est revenue, et puis le sel peut avoir diffusé et avoir, disons, salinisé cette ressource en eau. Mais le chiffre est quand même énorme. 500 000 km3 d'eau douce stockée, alors douce entre guillemets, hein, stockée sous la mer sur les pourtours des continents. Je vous ai rappelé le chiffre de nos consommations, 2000 à 2500. Donc il y aurait à peu près un siècle, ou plusieurs siècles, qu'est-ce que j'ai dit 250 ans de consommation, si cette eau était douce et si on savait comment aller la chercher. Ça, c'est pas encore résolu. Hein. Mais donc, c'est une petite aventure pour vous dire qu'il ne faut pas regarder les choses de façon statique, que les choses bougent complètement, et jusqu'à il y a décembre dernier, personne n'avait été chercher ça. L'eau est-elle disponible pour l'homme? C'est un point sur lequel je reviendrai en conclusion. Donc, ça, j'attire votre attention là-dessus. J'ai écrit un petit bouquin que je vous recommande vivement, bien sûr, qui s'appelle « L'eau, un trésor en passage », et qui dit, en fait, nous ne sommes pas les seuls sur Terre, hein, et que toute la biologie, la biodiversité, les écosystèmes ont autant, sinon plus, besoin d'eau que nous. Alors là, je vais faire une petite réflexion morale. Plaçons-nous il y a 10 000 ans. 10 000 ans, bon, les humains, on était peut-être 1 million, pas beaucoup plus. Les écosystèmes, ils avaient toute l'eau qu'ils voulaient. Lui et mon ami qui est sur la rivière de l'Okavango, il avait toute l'eau qui lui était disponible et il se développait autant qu'il le pouvait. Si vous voulez, c'est une caractéristique des écosystèmes, c'est que s'il y a une ressource, les écosystèmes se développent pour l'utiliser. Ils ne vont pas rester à côté d'une ressource en eau disponible sans devenir plus nombreux, plus riches, plus consommateurs, etc. Donc l'eau est toujours consommée par quelqu'un. Et même si vous voyez de l'eau qui se perd dans une rivière en mer, vous n'ignorez pas qu'il y a un écosystème amphibien en mer, qu'il y a des animaux particuliers qui ont besoin de ce flux d'eau douce arrivant en mer pour survivre. Donc tout ça est utilisé par quelqu'un. Donc le message que je vais vous dire, c'est que ce pauvre garçon-là, dans le delta de l'Okavango, il devrait se faire des soucis. L'Okavango passe en Namibie, et la Namibie a décidé de faire des barrages pour irriguer. Elle a décidé de construire des mines qui auront besoin d'eau pour leur fonctionnement, et elle veut construire des golfs pour que vous et moi ayons joué au golf en Namibie. Dans 20 ans, ce garçon-là, il aura les pieds à sec. Donc ce que je veux vous dire, c'est que de l'eau, oui, il y en a beaucoup. Je vous ai montré les chiffres. Nous ne sommes pas les seuls à l'utiliser, et si nous augmentons la part de nos prélèvements, nous la prendrons toujours à quelqu'un. Celui-là, il est gros, il est visible, et vous verrez peut-être à des écosystèmes beaucoup plus discrets avec des microbes, des animaux aquatiques invertébrés que vous voyez à peine. Mais ne vous faites pas d'illusions, c'est pour ça que je n'aimais pas dans mon transparent précédent, il y a 29 000 km3 par an d'eau utilisable pour l'homme. Non! Si on les prend à quelqu'un. Alors, précipitation sur Terre, je vais aller vite. Bon, vous avez des zones sèches et des zones humides, vous avez une carte qui le montre très bien. On n'est pas très malin à l'échelle de l'humanité. Plus de 20% de l'humanité s'est mis dans les endroits où il n'y a pas d'eau. Alors ensuite, on pleure, on dit on n'a pas d'eau. Mais attendez, il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein. Si vous voulez de l'eau, vous allez vous installer en Sibérie, il y a toute l'eau qu'on veut. Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, mais en tout cas, la répartition de la population sur la planète aujourd'hui n'a pas tenu compte de la répartition des ressources en eau. Et c'est encore plus vrai, je le montrerai dans un instant, dans les croissances démographiques dans les pays arides. À partir du moment où on est dans un pays aride et que la croissance démographique dépasse la capacité qu'a le pays en question de produire la nourriture pour faire vivre sa population, il y a un problème. On n'a pas pris en compte les réalités physiques. Alors, l'effet de la géographie, un peu plus dans les montagnes, ça double tous les 2000 mètres. C'est pour ça que les grands châteaux d'eau que je vous ai montrés, l'Himalaya, l'Alpe, les Cordillères, c'est là où se trouve l'eau de la planète. Hein. Il pleut, sur le Mont Blanc, il pleut 8 mètres d'eau, alors qu'ici, il en pleut peut-être moins de 700 mm. Hein. Donc vous voyez que la répartition des précipitations, bon, ça je passe, et oui, je vais vous parler des conséquences du changement climatique. J'ai tendance à être bavard, Monsieur le Président. Il faut que vous me donniez de temps en temps des signaux que je traîne. Ce graphique me paraît extrêmement intéressant, mais il faut que je vous l'explique. Vous avez le pôle nord à gauche, le pôle sud à droite et l'équateur au milieu. Donc ça, c'est une coupe géographique. Ne regardez pour l'instant que les traits noirs, le gros trait noir. Le gros trait noir, c'est la précipitation moyennée sur la longitude, sur la latitude correspondante, sur l'ensemble de la planète. Donc vous voyez par exemple, nous on se situe autour de 70 degrés de latitude nord, eh bien l'ordonnée c'est des précipitations moyennes
donc zonale, ça veut dire moyennée sur toute la Terre, pour les mois de décembre-janvier en millimètres par jour. Enfin, en gros, ça se reproduit de mois en mois. Donc, ce que vous voyez, c'est les déserts froids, c'est-à-dire les pôles, où, contrairement à ce qu'on peut penser, il pleut très peu, la zone tempérée où nous nous trouvons, et puis, de nouveau, on tombe dans des déserts, cette fois-ci chauds, c'est le Sahara pour les longitudes où nous sommes, les zones équatoriales et tropicales où il pleut beaucoup, beaucoup plus qu'ici, et puis on recommence avec le même cycle sur l'hémisphère austral. Donc voilà les précipitations, la répartition actuelle des précipitations, et la zone sèche que je vous ai montrée, bon, elle est au trou, là, autour de entre 30 degrés nord et l'équateur. Et c'est un peu moins intense, mais ça existe aussi dans l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique? J'appartiens à une noble maison qui s'appelle l'Académie des sciences, sur laquelle, malheureusement, un certain nombre de gens, pour ne citer qu'un d'eux, Claude Allègre, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale, est un climato-sceptique. Ça a été l'objet de débats extrêmement violents et je dirais, inintéressants de part de la planète. Il n'y a pas de doute, enfin moi je donne mon avis personnel, il n'y a pas de doute que l'émission de gaz à effet de serre dans la planète, son atmosphère, est la cause du changement climatique. Alors qu'est-ce que ça va faire pour l'eau? Alors voilà, ça c'est pas un calcul, c'est moi qui, ayant écouté des climatologues me dire qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique, j'ai dessiné l'évolution de la courbe en noir vers la courbe en rouge. En gros, il pleut plus, c'est assez évident. La température étant plus élevée sur l'ensemble de la planète, eh bien, il y aura plus d'évaporation sur les continents et sur les océans, donc un cycle atmosphérique à peu près boosté par cette augmentation de la température. Mais, comme vous le voyez, les zones climatiques, en particulier les déserts froids, déserts chauds dont j'ai parlé, c'est-à-dire le Sahara ou les déserts de l'hémisphère sud, se rapprochent des pôles. Donc vous voyez, en particulier l'Afrique du Nord, en particulier l'Europe du Sud, vont avoir des précipitations moins intenses qu'elles ne l'avaient aujourd'hui. Et ce qui est, pour nous Français, extrêmement satisfaisant, c'est que le point de croisement des deux courbes, la rouge et la noire, dans l'hémisphère nord, c'est la latitude de Lyon. Donc si vous habitez Lyon, il ne se passera rien. Si vous habitez au nord de Lyon, il pleuvra plus. Donc à Nancy, vous êtes en principe tranquille. Et si vous habitez au sud de Lyon, moi je suis né à Marseille, eh ben, on a des problèmes à se faire. Bon, alors ça c'est très bien, si c'était vrai, ce serait superbe, sauf que les climatologues disent, oui bon, c'est Lyon, mais c'est Lyon plus ou moins 1000 km. On n'a pas de précision dans nos modèles de calcul, et donc on ne sait pas. Et nous, si vous voulez, c'est important pour nous Français, nous sommes dans la zone d'incertitude maximum de l'effet hydrologique, je parle bien des effets hydrologiques, je ne parle pas des effets de température, l'effet hydrologique du changement climatique, nous sommes dans la zone d'incertitude maximum. Si vous êtes à Stockholm, vous êtes sûr de votre coup, il pleuvra plus. Si vous êtes à Alger, vous êtes sûr de votre coup, il pleuvra moins. Mais nous, en France, on est simplement conserver la différence entre les deux mauvais modèles. Je ne suis pas convaincu. Mais donc, le message est clair, on ne sait pas. On ne sait pas, aujourd'hui en particulier, avec grande précision, dire ce qui va se passer chez nous. Alors, bon, ça c'est des cartes qui donnent la même chose, je passe. Bon, oui, les deux choses importantes à retenir là-dessus. Je vous ai déjà parlé de la zone méditerranéenne. On va perdre en gros la capacité de cultiver des sols sur 160 millions d'hectares. Ce n'est pas uniquement la zone méditerranéenne, c'est toutes les latitudes méditerranéennes tout le long de la planète. Donc on va perdre en capacité de production alimentaire dans les pays que nous connaissons. En revanche, on en gagne dans les pays du Nord, la Sibérie et le Canada. Il n'y a pas de continent non gelé en hémisphère sud. C'est donc l'hémisphère nord qui va gagner à peu près 160 millions d'hectares du fait du réchauffement. Ce n'est pas les précipitations, c'est le réchauffement qui fait gagner. Bon, fusion des glaces, j'en ai parlé. Légère augmentation des rendements agricoles s'il y a un peu plus de CO2 en Europe du Nord, mais réduction dans l'Europe du Sud. Et pour plus de 3 degrés, c'est la cata. Les rendements baissent partout. Montée du niveau de la mer, vous connaissez tout ça. Alors, variation des extrêmes, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais enfin, tous les climatologues disent que il faut que j'en parle parce que c'est important. À la fois, le changement climatique va engendrer des variabilités, des moyennes, mais les distributions, c'est ce que j'ai représenté par ces courbes de couleurs, une précipitation moyenne, ça évidemment, d'une année sur l'autre, des écarts importants, eh bien, l'écart type va augmenter. Et l'écart type va augmenter aussi bien, c'est ce que j'ai représenté dans la courbe en rouge, vous voyez là-dessus, c'est-à-dire que même s'il pleut plus, là c'est le cas que j'ai pris la courbe bleue, ce serait l'actuelle, vous voyez la courbe rouge, c'est une moyenne plus élevée, M' est supérieure à M. Ça veut dire que c'est un endroit dans lequel il va pleuvoir plus. Et
bien, vous voyez que les risques de sécheresse sont plus importants, les risques d'être plus importants, et les risques de crue aussi. Donc, même s'il fait plus chaud, ou plus humide, ou moins humide, les événements intenses, c'est-à-dire les grandes sécheresses ou les périodes de crue extrêmement intenses, risquent de devenir à la fois plus fréquents et plus intenses. Ça demande à être pris en compte pour tout ce qui est aménagement du territoire en particulier. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des besoins en eau. Il faut que je regarde ma montre. Parce que... C'est bien, vous avez encore 25 minutes. 25 minutes. Bon, il faut que je la voie parce que sinon je vais dire... Tout dépend de votre stock de diapositives. Voilà. Ça va encore 25 minutes, vous me donnez? Vous allongez la sauce avec le... 20 minutes. Allez, 20 minutes. Bon, on va regarder un peu les besoins en eau actuels sur l'exemple de la Tunisie. Tunisie est un pays bien connu sur lequel les hydrologues tunisiens ont fait d'énormes travaux, parce qu'évidemment c'est un pays aride, donc la moindre goutte d'eau compte. Donc ils ont essayé de compter combien ils en ont. Donc 164 000 km², 5 millions d'hectares cultivables, 10% d'irrigables, 10 millions d'habitants, c'est les chiffres de 2004. Voilà. Je complète ça maintenant par de l'hydrologie. Il pleut en moyenne 220 mm par an, ce qui est une mauvaise moyenne, parce que dans le sud, on est dans le Sahara, il ne pleut pas, et dans le nord, il pleut 600. Donc ce n'est pas très différent ici. Enfin, en moyenne, ça fait 220. Si je multiplie la surface de la Tunisie par 220 mm, ça me donne 36 km3 par an. Alors vous avez ici les couleurs de l'eau dont je vous ai parlé. L'eau verte, c'est celle qui est évapotranspirée par les terres cultivées et de 12 km3 par an. Donc ça, c'est toutes les terres cultivées. L'ensemble de l'évapotranspiration de toute la Tunisie, c'est 31 km3 par an. Alors, ce qui s'écoule, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est pour ça que j'ai mis des caractères bleus. Tout ce qui s'écoule en ruissellement, c'est 2,7 km3. Là-dedans, les Tunisiens espèrent pouvoir en récupérer de l'ordre de 2, et l'eau souterraine, ils espèrent pouvoir en exploiter 2,5. Donc voilà à peu près les ressources en eau. Le bilan en eau de la Tunisie, on connaît les ressources. Maintenant, quelles sont les consommations? Alors, vous voyez que la deuxième ligne du tableau, c'est la demande alimentaire équivalent en eau par habitant. Donc, vous allez voir que c'est le chiffre principal. Ce chiffre, il résulte du tableau qui est là. Alors, vous avez ici la quantité d'eau contenue dans les aliments que nous consommons. Alors, soyons clairs, c'est pas... si j'achète 1 kilo de blé, ce n'est pas l'humidité du blé, ça c'est rien du tout. C'est la quantité d'eau qu'il a fallu verser sur un champ pour que le blé pousse. Si j'avais ici, je vais faire une expérience avec vous par la pensée, on va mettre un sol, on va mettre on va verser du blé, on mettra une lampe pour que ça envoie des radiations qui va faire de la photosynthèse, et tous les jours je viens avec mon arrosoir et j'arrose. Et puis au bout d'un an, je récolte le blé que j'ai là-dedans et je pèse la quantité de blé que je divise par le nombre de litres d'eau que j'ai jeté avec mon arrosoir. Et bien pour le blé, c'est 1000 litres d'eau pour faire pousser, pour produire 1 kilo de blé. Alors, bon, vous voyez que le riz en consomme plus, le maïs en consomme moins. Les pommes de terre, c'est génial les pommes de terre. Si vous voulez résoudre le problème de l'eau de la planète, vous mangez des patates. Alors, il ne faut pas les faire frire, parce que ça, c'est pas bon. Mais les patates, c'est excellent. Ça contient des protéines, et ça a une capacité à produire de la nourriture beaucoup, beaucoup plus efficace que les céréales. Alors, les huiles, c'est pas terrible. Et puis, si vous passez à la colonne de droite, vous avez les animaux, les produits animaux. Alors, c'est pas seulement la viande, mais il y a aussi les laitages, les fromages, tout ce que vous voulez. Alors, regardons par exemple j'arrive pas à me servir de ce truc-là, mais bon, le blé, c'est 1000 litres pour 1 kilo de blé. Le bœuf, c'est 13 000 litres pour 1 kilo de viande. Bien, comment ça se fait? C'est quand même énorme. C'est pas le malheureux bœuf qui produit de la viande, c'est pas l'eau qu'il boit. Non, ça c'est rien. C'est qu'un bœuf, pour produire de la viande, il faut qu'on lui donne à manger. Donc qu'est-ce qu'on donne à manger aujourd'hui aux animaux d'embouche? On leur donne des grains, du maïs en principe. Donc vous donnez 1 kilo de maïs à un bœuf. Ça nous a déjà coûté 700 litres d'eau. Combien de viande de bœuf le malheureux animal fait-il avec 1 kilo de maïs? S'il va faire 30, 40, 50 grammes de viande, c'est tout. Donc il en faut de la nourriture pour qu'arriver à qu'ils produisent de la viande. Et si j'étais méchant, je vous aurais mis une colonne de plus, c'est le tigre. Qu'est-ce que vous donnez à manger à un tigre? Du bœuf. Donc vous donnez 1 kilo de bœuf à un tigre, il va faire combien de viande de tigre? 3 fois rien. Donc si vous mangiez des steaks de tigre,
Ce n'est pas 13 000 litres d'eau qu'il faudrait pour vous alimenter. C'est 36 000 camions-citernes contenant de l'eau, tout ça pour alimenter le bœuf qui a été servi de nourriture pour le tigre. Donc, alors, ceci, c'est idiot parce que personne ne mange du tigre, bien qu'on me dise que c'est excellent, mais c'est ce qui se passe quand on mange des poissons d'élevage. Et si vous mangez du saumon d'élevage, c'est du saumon qui a lui-même consommé des poissons dans des chaînes inférieures, dans la chaîne trophique. Et ça revient à peu près. Bon. Alors, c'est là où se pose le problème de l'alimentation de l'eau de la planète, c'est comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde et est-ce que tout le monde va ou non manger de la viande. Alors, il y a des volailles, les moutons ne sont pas trop mal non plus, le lait c'est bien. Alors, maintenant je connais le tableau et je peux dire, un Tunisien moyen, il mange du couscous, il mange aussi un peu de pain, il mange de l'agneau, il mange quelques légumes et je multiplie tout ça par le nombre de litres d'eau qu'il faut pour le produire et j'arrive au chiffre de 1450 mètres cubes d'eau par an et par habitant pour le nourrir. 1450 mètres cubes d'eau. C'est à peu près, je n'ai pas fait le calcul, mais on peut le faire ensemble, c'est à peu près le volume d'eau de cette pièce. Il faut tout ça d'eau, rien que pour nourrir une personne pendant un an. Alors, comparé à ça, c'est le deuxième chiffre que vous voyez en jaune, la demande directe, ce qu'on appelle l'alimentation en eau potable, et l'industrie par habitant. 55. 55 mètres cubes d'eau est nécessaire en moyenne en Tunisie, non seulement pour se laver, la cuisine, la toilette, etc., mais aussi pour l'industrie, la petite industrie. Il n'y a pas de grosses industries comme les papeteries ou comme les industries textiles qui consomment beaucoup d'eau. Donc c'est la petite industrie. 55. Vous voyez que 95, entre mettons 90 et 98% de l'eau dont nous avons besoin pour vivre, c'est de l'eau pour se nourrir. Donc retenez bien ça, le problème de l'eau, c'est le problème de la nourriture. Et on aura toujours autant d'eau qu'on veut, ou suffisamment d'eau qu'on peut amener pour boire, se laver. Ce n'est pas ça le problème. Il y a des problèmes sanitaires, de qualité de l'eau de boisson, si on a le temps on en parlera, mais le problème de la quantité d'eau, il est indissolublement lié au problème de la nourriture. Alors comment les Tunisiens ont faim? Je multiplie tous ces chiffres, j'additionne les deux jaunes, je multiplie par le nombre d'habitants, il nous faut en gros 15 km3 d'eau par an en Tunisie pour vivre. Tout besoin confondu. De quoi dispose-t-il? Du volume d'eau d'irrigation, 2 km3, et du volume d'eau pluviale eau verte. C'est pour ça que j'insiste sur l'eau verte. L'eau verte, en général, quand on fait un exposé sur l'eau, on n'en parle pas parce qu'on ne la voit pas. L'eau bleue, on la voit couler dans les tuyaux, on la voit couler dans les rivières. L'eau verte, elle est stockée dans les sols quand elle pleut, et c'est les racines qui les prennent. Enfin, vous voyez, c'est le chiffre dominant. Ils ont 8000 d'eau verte et 2000 d'eau bleue, d'irrigation. 8 et 2, 10, il en manque 5. Comment ils font? C'est là où je dis, nos amis tunisiens, ils sont charmants, mais le jour qui a dû se produire dans les années 90, où ils ont dépassé le chiffre de 7 ou 8 millions d'habitants, eh bien, ils ont inexorablement accepté le fait que leur pays ne serait en aucun cas plus jamais autonome en nourriture. Et il ne faut pas rêver, quand on lit dans la presse, oui, il faut revenir à une agriculture traditionnelle, et on va faire l'autonomie, chacun va étudier, on va faire des petites bourses. C'est très bien, il faut le faire, là où il y a de l'eau. Mais quand il n'y a pas d'eau, ça ne suffit pas. Alors comment ils font? Eh bien, ils importent de l'eau. Alors, ce serait idiot d'amener des bateaux d'eau en Tunisie, parce que si vous voulez faire couler 1 kilo de blé, il faudrait transporter 1000 kilos d'eau, donc le coût économique serait absurde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On importe de la nourriture que l'on appelle de l'eau virtuelle. Alors ils importent en particulier du blé pour se nourrir eux-mêmes et de l'orge pour les animaux. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la Tunisie vit à 30% au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses ressources propres, pour s'alimenter essentiellement. Ce n'est pas l'eau potable qui pose problème, c'est l'eau pour l'aliment. Alors, ils l'importent. Ceci vous donne une deuxième dimension extrêmement importante du problème de l'eau, c'est que le problème de l'eau n'est en aucun cas un problème national. Si c'était national, les Tunisiens seraient morts. C'est un problème qui concerne la planète tout en entière, parce que quand on importe, on peut importer des États-Unis, d'Argentine, d'Europe, de où vous voulez. Le coût du transport maritime est très faible. Donc ce n'est pas une difficulté de faire venir les choses de loin. Donc le problème de l'eau, il est nécessairement à l'échelle de la planète qu'il faut le traiter. Je passe en 2025, ils seront à 12 millions d'habitants, ils mangeront à 1700 mètres cubes par an. Pourquoi 1700? Parce que c'est nous ce qu'on fait. Eux, ils étaient à 1450, nous, on est à peu près à 1700.
Il y a des pays qui dépensent plus, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ils disent, bon, il n'y a pas de raison qu'on mange moins que vous, donc on va manger ça. Déficit, 46%. 50%, allez, pour être raisonnable. C'est pas le pire. La Jordanie aujourd'hui, 70% de déficit. Les pays de la péninsule arabique, ils n'ont presque pas de ressources en eau. Donc à 90%, ils dépendent de nourriture importée, c'est évident. Alors, voilà une carte qui est extrêmement importante. Il me reste encore 10 minutes, je vais manquer de temps, il faudra qu'on m'en donne du plus. Vous avez ici les cartes des déficits en eau. Alors vous avez en bleu tous les pays comme là où on est, bon, il n'y a pas de problème, il y a de l'eau, à quelques petites raretés par moment, c'est pas terrible. Ensuite, vous avez les pays rouges, c'est les pays de la zone aride que je vous ai déjà définie, on manque d'eau, on le sait, hein, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on meurt de faim en Tunisie? Mais non. Est-ce qu'on meurt de faim en Arabie? L'Arabie est complètement rouge, est-ce que c'est là qu'on mange le meilleur foie gras? Il n'y a pas de problème. Donc toute la zone aride que vous voyez ici n'est en aucun cas une zone sous-alimentée. Or, l'eau, c'est l'alimentation, on a vu. Où elle est la zone sous-alimentée? Elle est en orange. Hein, c'est la zone tropicale, en Afrique essentiellement, en Asie et sur la péninsule indo-chinoise. Et ça, c'est le scandale. Parce que là, c'est là où il y a, je vous ai montré sur les courbes, c'est là où il pleut le plus. Donc vous avez des endroits de la planète où il pleut énormément et où les gens meurent de faim. Et c'est pas n'importe quoi. Il y a environ aujourd'hui 1 milliard d'êtres humains sur la planète qui sont concentrés dans des zones oranges, qui sont appelées ici le déficit économique en eau, sur lequel les gens n'ont pas la moyen de manger à leur faim parce qu'on n'a pas construit les périmètres irrigués ou les méthodes d'exploitation agricole avec les puits, l'agriculture pluviale, de façon à produire suffisamment. C'est un déficit économique et c'est là où se pose le problème de la faim dans le monde. 1 milliard de personnes qui ne mangent pas la faim. Alors on est 7 milliards sur la planète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mademoiselle, vous ne mangez plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous ne mangez plus. C'est un scandale. J'espère que vous allez hurler quand je vous dis que vous ne mangez plus. C'est scandaleux, je ne peux pas vous dire ça. Et pourtant, tous les jours, on admet ça, avec des conséquences graves, dramatiques. Un enfant sous-alimenté ne se développe ni physiquement, ni intellectuellement. Et si vous avez des retards de croissance après l'âge de 5 ans, c'est foutu, ça ne se rattrape plus. Et on laisse faire. Depuis des années. Depuis des années, on laisse faire. Et ça s'est aggravé à partir de 2008. On était à 850 millions avant 2008. Et après 2008 et la crise, on est passé à plus d'1 milliard. Et maintenant, on redescend doucement. Bon, je perds mon temps, mais c'est important. Alors, la quantité d'eau consommée par tête, vous le savez. Ah oui, ça, c'est un petit schéma, c'est amusant. Vous avez déjà vu ça, la brousse tigrée. Ça vous dit quelque chose? Monsieur le Président, vous connaissez la brousse tigrée? Pas vraiment, non, mais vous Pas avez vraiment. expliqué. Alors, il faut parler de la brousse tigrée. Ça, c'est un truc naturel. C'est le Niger, celle-là, elle vient du Niger. Vous voyez comment s'est organisée la végétation. C'est un pays où il pleut très très peu, il pleut de l'ordre de 200 mm par an. Si la végétation était partout, il n'y a pas assez d'eau pour que personne ne vive. Donc tout crève. Donc la végétation, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle n'est pas idiote. Elle s'est mise en bande comme ça. Alors, sur la partie nue, l'eau de pluie, elle ruisselle, et elle est arrêtée par la bande. Donc la bande, elle reçoit plus d'eau que ce qui lui vient par la pluie, parce qu'elle a le ruissellement sur la bande à nu. Donc vous voyez, naturellement, la végétation a été capable d'aménager le territoire de façon à rendre utilisables et cultivables des terres qui ne le seraient pas si on les utilisait bêtement, parce qu'il faut faire se concentrer sur certains points du territoire les eaux qui comptent. Donc, vous voyez, le problème de l'eau en Tunisie, aujourd'hui, il est regardé par des hydrauliciens qui ne considèrent que l'eau bleue, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de construire de nouveaux barrages et de nouveaux canaux. Alors vous avez eu 2, c'est l'eau bleue, 8, c'est l'eau verte. Si vous êtes nommé en Tunisie ou si vous êtes tunisien, allez travailler comment optimiser, comme sait le faire la nature, l'eau verte pour pouvoir produire plus. Vous voyez, ça pose des problèmes très... Bon, personne ne le dit, c'est pour ça que je vous montre cette image qui m'enchante. Bon, puis l'eau de la France, bon, je vous donne les chiffres pour la France, mais combien il me reste là? 5 minutes? Bon, écoutez, bon, c'est les mêmes chiffres que la Tunisie. Ce que je voudrais introduire, parce que ça c'est quand même très important, et je me resterai là-dessus, c'est la notion d'empreinte eau. Je ne sais pas si vous avez vu ces petites étiquettes, le hamburger qui est à gauche. Maintenant que je sais combien d'eau il faut pour faire du bœuf, combien d'eau pour faire du pain, combien d'eau il faut pour faire de la salade, je peux calculer combien il y a d'eau dans un hamburger, 2400 litres. Une tasse de café, 140 litres. Alors cette notion permet
de développer un concept qui s'appelle l'emprunt d'eau, qui est un peu tiré de l'empreinte carbone, si vous voulez. Donc c'est la même idée. Comment est-ce qu'on consomme les ressources de la planète en s'alimentant en eau? Alors il y a 3 couleurs d'eau. L'eau verte, l'eau bleue, je vous l'ai déjà définie, je ne reviens pas. Il y en a une troisième qui est intéressante, mais à mon avis insuffisamment réfléchie, c'est l'empreinte eau grise. Alors l'empreinte eau grise, c'est pour essayer de prendre en compte, dans les tableaux que je vais vous montrer plus tard, du fait que si on rejette des polluants dans l'eau, en fait on empêche l'utilisateur suivant de l'utiliser. Donc si vous polluez l'eau, en quelque sorte, vous la, entre guillemets, consommez, vous la rendez inutilisable pour les autres. Alors la mesure qu'ils ont essayé de faire pour prendre cette notion, qui est intéressante, elle est à mon avis pas tout à fait pertinente. Ils disent c'est le volume d'eau douce requis pour diluer le polluant que vous rejetez dans une rivière en proportion suffisante pour que ça corresponde aux normes de qualité en vigueur. Donc si vous rejetez des produits très toxiques comme, je ne sais pas moi, du méthylmercure, il faudrait des quantités énormes d'eau pour arriver à diluer le méthylmercure de façon à ce que dans la rivière, elle ne soit pas contaminée. Enfin, vous allez voir, les chiffres sont intéressants. Voilà l'empreinte eau de production de la France. C'est-à-dire que si on produit tout ce qu'on fait en France, aussi bien agricole que industriel, l'essentiel c'est de l'eau verte, 20% au moins d'eau bleue et un peu d'eau grise. Donc vous voyez, le gris, même si le calcul est mal fait, ça nous donne un ordre de grandeur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des céréales, c'est des oléagineux, c'est du fourrage, c'est des légumes. Et vous voyez l'eau domestique, 4%. Et le reste, 2%. Donc 6% de l'eau utilisée en France n'est pas agricole. Toute l'eau que nous utilisons est une eau agricole, je l'ai déjà dit. Alors, c'est de la viande, etc. Vous pouvez l'imaginer, produits industriels, le café, le thé. La viande est le terme dominant. Alors voilà le bilan de la France qui, si vous voulez, qui rejoint ce que je vous ai montré sur l'exemple tunisien. Les Tunisiens, ils ont besoin, évidemment, d'importer de l'eau virtuelle pour se nourrir. Mais nous, Français, on n'est pas meilleurs. 47% de l'eau que nous consommons en France est importée. Importée. C'est pas parce qu'on n'en a pas, les chiffres, je les ai zappés, mais on a beaucoup d'eau en France par rapport à la Tunisie. Mais pourquoi? Parce qu'on va acheter des produits industriels, par exemple dans les pays en développement ou en industrialisation qui les produisent moins cher que nous. On va acheter de la nourriture, même si on peut en produire chez nous parce qu'elle est moins chère, etc. 47% de l'eau importée est nécessaire en France. L'essentiel, c'est de l'eau verte agricole et 87%, c'est la totalité d'eau agricole qui est utilisée par la France. Donc voilà, ne vous donnez pas l'esprit que nous, pays riches, nous avons de l'eau et on ne se préoccupe pas du problème de la planète, nous importons 47% de notre eau. Et voilà, ce graphique, quand je l'ai première fois, il m'a fait donner des sueurs froides. Quel est le premier terme d'eau virtuelle importée par la France? C'est le coton. 56% de notre eau, c'est important. On ne peut pas produire de coton en France, il ne fait pas assez chaud. On a de l'eau, mais il ne fait pas assez chaud. Donc, où est-ce qu'on achète notre coton? On l'achète en Ouzbékistan. D'Ouzbékistan, il part au Pakistan, où il est tissé et il revient chez nous sous forme de la chemise que j'ai sur le corps et que vous avez probablement. L'essentiel du coton français vient d'Ouzbékistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ouzbeks, pour produire du coton? Ils ont détourné le Sirdaria et l'Amourdaria, qui autrefois se jetaient dans la mer d'Aral, et ils ont irrigué leur coton. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez une chemise en coton, et je regrette de vous dire que j'en ai une, vous êtes responsable de l'assèchement de la mer d'Aral. Et ce n'est pas des blagues, ce n'est pas pour vous provoquer, c'est vrai. Vous achetez quelque chose, vous avez moralement l'obligation de vous convaincre que l'achat que vous faites est écologiquement responsable vis-à-vis de la planète. On en est extrêmement loin. Vous ne savez même pas d'où elle vient, votre chemise. C'est un scandale. Bon, alors, je pense que j'ai consommé mon temps. L'eau domestique. Oh. Écoutez, j'avais à vous dire des choses sur l'eau domestique, et puis je dirais un mot pour conclure sur l'eau, l'alimentation. L'eau domestique, c'est un tout petit problème en niveau quantité. Vous avez vu 55 par rapport à 1450, c'est rien. Personne ne mourra de soif dans le monde à l'heure actuelle. Alors, les consommations des pays varient bien sûr de 200 litres par jour, 250 litres par jour, jusqu'à 600, bien sûr, c'est les États-Unis qui sont sur la gauche, et les pays les plus pauvres sont en dessous de 50, que qu'on considère, disons, insuffisants. Mais le problème, c'est le problème de la qualité de cette eau. Alors vous avez ici ce qu'on avait appelé les objectifs du millénaire, qui ont été fixés en 2000,
et qui disait, attendez, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est comme le milliard de personnes en Afrique et en Asie qui ne mangent pas à leur faim, il faut que tout le monde ait accès à l'eau potable. Donc l'objectif du millénaire, c'était en 2000 de diviser par 2 le nombre de personnes qui n'étaient pas accès à l'eau potable. Il a été estimé à 1 milliard de personnes. C'est probablement les mêmes que ceux qui ne mangent pas à leur faim d'ailleurs. Bon, pas tout à fait. Et il fallait le diviser par 2, c'est-à-dire le ramener à 500 000 en 15 ans, c'est-à-dire 2015, c'est-à-dire l'année prochaine. Et là, vous avez un état d'avancement de cette opération-là, c'est les chiffres bleus, et vous voyez que ça marche à peu près, sauf pour les États arabes et l'Afrique subsaharienne, où on aura atteint au rythme actuel cet objectif en 2040. Et puis, le noir, c'est l'assainissement. Il fallait réduire par 2 également la non-disponibilité de l'assainissement. Sachez que si vous voulez travailler sur l'amener de l'eau potable dans les pays en développement, il faut commencer par construire l'assainissement avant d'amener l'eau potable. Parce que si vous avez l'eau et vous n'avez pas d'assainissement, l'eau court dans les rues, transfère toutes les maladies et les populations tombent malades. Donc il ne faut surtout pas amener de l'eau si on n'a pas préalablement construit le réseau d'assainissement. Or, le réseau d'assainissement, il est 10 fois plus cher que le réseau d'amener d'eau. Donc tout ça traîne parce que ça coûte extrêmement cher de construire des réseaux d'assainissement. Bon, alors ça, c'est la disponibilité en ville. On n'a pas le temps. Barcelone, j'aurais une chose intéressante à vous montrer. Je parle de la nourriture, j'achèverai par là. Vous êtes vraiment très gentil avec moi, Monsieur le Président. Vous auriez dû m'interrompre depuis un moment. Le sujet en vaut la peine, à mon avis. Bon, alors, demande alimentaire. Vous savez tous qu'en fonction de ce qu'on mange, eh ben, on va avoir besoin de plus ou moins d'eau pour, disons, quantifier. Ça, c'est une courbe dont j'ai pris connaissance il y a à peu près 10 jours. C'est l'évolution démographique de la planète jusqu'en 2100. Jusqu'à présent, les chiffres publiés allaient jusqu'à 2050. Les Nations Unies, qui sont la seule institution au monde qui produit ces prédictions, eh bien, moi je croyais qu'on arriverait à peu près à un peu moins de 9 milliards en 2050, en fait ce sera plus, et qu'ensuite on arriverait à peu près autour de 2100 à un palier. Non, on sera probablement autour de 12 en 2100, et si vous voyez décomposé par continent, regardez ce que ça donne. Vous avez tout en haut l'Asie. L'Asie a commencé sa transition démographique et on peut penser qu'à partir de 2050, le nombre d'Asiatiques va redevenir plus raisonnable. Et regardez l'Afrique. L'Afrique, c'est la deuxième en dessous. L'Afrique, ils étaient moins d'1 milliard jusqu'en 2010, 2005. Ils passeront à plus de 2 milliards en 2050, presque 2 milliards et demi, et ils passeraient au-delà de 4 milliards en 2100. Alors ça, c'est renversant. Enfin ça, je veux dire, c'est là déjà où il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est là où le développement est en train de se faire, mais à une vitesse qui ne couvre pas l'augmentation de la population. Donc l'Afrique est actuellement en train de se poser des problèmes de population déments par l'Afrique est de la place, c'est pas ça. Le problème n'est pas que l'Afrique est trop pleine, pas du tout. Il y a toute la place pour mettre 4 milliards de personnes en Afrique et de les faire vivre bien. Mais c'est le rythme de développement qui est inacceptable et qui ne permettra pas à l'Afrique de s'en sortir. Bon, ça c'est très grave, c'est très très grave. Bon, comment on va nourrir tout le monde, ça dépend de ce qu'on mange, je l'ai dit, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est pas terrible ce qu'on fait. En moyenne, on produit 3000 kilocalories par jour et par habitant. Nous, les pays industrialisés, ligne du bas, on mange 900 kilocalories par jour de produits animaux, alors que l'optimum pour la santé, ce serait 500. On mange en gros 2 fois trop de viande. Faites attention dans votre hamburger de tout à l'heure, rendez aux marchands la moitié du steak, parce qu'il y en a beaucoup trop. Les pays en transition, c'est pas trop mal. Les pays en développement, c'est inférieur à ce qu'il faut. 337, c'est inférieur à ce qu'il faut pour nourrir les gens correctement. Il faut 500. Donc vous voyez, on a un monde complètement injuste, et dans les 337, vous avez des gens qui sont à moins de 100. Ceux qui ne mangent pas à leur faim, ils sont... Donc voilà, répartition extrêmement inégale, inacceptable, et qui se maintient. Alors comment on fait? Nutrition, il faut en gros, pour rattraper la sous-alimentation et tenir compte de l'augmentation de la population, et tenir compte, hélas, du fait que la population devient de plus en plus carnivore au lieu de faire le contraire, et ça c'est surtout les Chinois et les Indiens, qui étaient végétariens et qui se deviennent, disons, carnivores. Il faut en gros, regardez simplement la colonne de droite, il faut à peu près doubler la quantité de nourriture d'ici 2050, 85. Si on est prudent, si vous faites ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous mangez moins de steak haché dans les hamburgers, peut-être qu'on arrivera à faire un 70, mais disons c'est l'ordre de grandeur. Comment on fait?
il faut plus d'eau, il faut réduire les pertes, réduire la consommation de produits d'origine animale, augmenter la productivité et le rendement agricole, augmenter les surfaces irriguées, augmenter les surfaces d'agriculture pluviale. Alors, je ne vais pas avoir le temps de passer sur tout ça. Je vais simplement, ça c'est les pertes, oui c'est important, les pertes. Les pertes, on perd 30% dans les pays développés, on gaspille 30% de la nourriture. Vous et moi et vos parents, ils achètent des trucs, ils le mettent dans le frigo ou dans les boîtes, la date de péremption arrive, on le balance et on jette 30% de ce qu'on achète. C'est un scandale. Quand le gars qui est dans le sud, là, 1 sur 7, il ne mange pas. Bon, alors ensuite, augmenter la traçabilité. Donc, est-ce qu'il faut des OGM? Il faut probablement augmenter l'emploi de fertilisants et de phytosanitaires dans les pays en voie de développement. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Ils ne font pas d'apport de fertilisants dans les champs. Et ils ont des rendements qui sont de l'ordre de 10 quintaux par hectare, alors que nous, on est à 80-100. Donc, il y a un facteur 10. Et ça, c'est uniquement des technologies existantes d'apporter de l'azote ou d'autres produits. Bon, nourrir la planète avec du bio, ça, à mon avis, un peu, pas trop y penser, etc. L'agriculture irriguée, je vais simplement vous montrer un diagramme qui est intéressant. Voilà la construction de barrages dans le monde depuis 1900 jusqu'à 2010. On a construit des barrages jusqu'à 800 par an dans les années 1975-80. On y croyait. Et on a fait plein de barrages pour augmenter la production agricole, pour faire de l'hydroélectricité. C'est revenu à zéro. C'est revenu à zéro. Donc ça veut dire que, pour l'instant, la planète espère se nourrir sans avoir besoin de construire des barrages. Pourquoi on ne construit pas de barrages? Pour 2 raisons. La Banque mondiale a dit « ça a eu payé, ça ne paye plus ». Il y a eu beaucoup de barrages financés par la Banque mondiale qui ont marché, les périmètres d'irrigation n'ont pas été bien gérés, etc., etc. Donc la Banque mondiale a dit « j'arrête ». Deuxièmement, c'est vous et moi. Nous, les pays riches, dès qu'il y a un barrage qui se construit quelque part, on hurle. On hurle à juste raison, parce qu'il y a un inconvénient écologique à payer. On va noyer des gens, devoir déplacer des populations. Rappelez-vous ce qu'on a dit pour les Trois Gorges. C'est un scandale, les malheureux 1 million de Chinois qu'on a déplacés pour les mettre ailleurs. Et puis on a noyé des temples, et puis les écosystèmes, et puis ceci, et puis ça. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est absolument vrai, c'est indiscutable. Quand on fait un barrage, il y a, je dirais, des pertes collatérales qu'on peut essayer de diminuer et même d'éliminer. J'aimais bien ce qui a été dit tout à l'heure sur la politique ERC, éviter, réduire, compenser. Il faut faire ça, au pur que l'on veut. Mais si on veut nourrir une planète, il faudra construire des barrages. Alors, bon, puisqu'on ne fait pas d'agriculture irriguée, il faut faire de l'agriculture pluviale. Et ce sera vraiment mes derniers transparents. Pour faire de l'agriculture pluviale, il faut qu'il y ait un endroit où il y a des sols cultivables, où il pleut. Je ne vais pas les faire de l'agriculture pluviale au Sahara. Donc, s'il y a un sol où il pleut, il y a quelque chose dessus. C'est un écosystème qui sera déployé. En général, il y a de la forêt. Donc, si on veut augmenter la surface d'agriculture pluviale exploitée par les humains, on n'est pas au taquet. On exploite 1,6 milliard d'hectares, alors qu'on aurait un peu plus de 4 milliards d'hectares disponibles. Donc, on pourrait encore augmenter les surfaces. Mais il n'y en a plus en Asie, ou presque plus, et il n'y en a pas du tout au Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc, il y a des pays qui n'ont plus de terre pour pouvoir augmenter leur production. Alors comment on fait? Vous voyez en revanche que l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, ils ont beaucoup de ressources en sol, en eau et en terre. Donc on peut. Donc comment on fait? Eh bien, je passe sur les détails et voilà un scénario, ce n'est que rien qu'un scénario. On va obliger l'Amérique latine à produire en masse. Elle a commencé avec le Brésil et l'Argentine, elle produit déjà beaucoup de nourriture. Il faut qu'elle décuple son effort. Et puis nous, les pays riches, c'est-à-dire l'OCDE et l'ex-URSS, eh bien, on a des capacités de production supérieures à nos besoins, et il faudra qu'on nourrisse les copains qui n'en ont pas, c'est-à-dire l'Asie et le Moyen-Orient. L'Asie sera en 2050 dans la situation de la Tunisie aujourd'hui. La Tunisie, c'était 10-12 millions d'habitants. L'Asie, c'est 5 milliards de personnes. L'Asie sera incapable de se nourrir. Et bien ça dans la tête sur les problèmes politiques et géopolitiques que ça pose. L'Asie sera dépendante d'exportations venant de produits de pays différents, en particulier l'Amérique latine, pour pouvoir survivre. Alors, je passe là-dessus, les échanges internationaux, les déficits. Bon, si on ajoute la production de biocarburants, on part dans le mur. Donc, les biocarburants, on peut en faire un peu, mais ne comptez pas rouler avec votre 4x4 sur les biocarburants si vous voulez qu'en même temps, tout le monde mange. C'est pas la peine. Alors, ce que je dis, c'est tellement vrai que les pays d'Asie et les pays de la zone aride, Moyen-Orient,
Afrique du Nord, eh ben, ils ont vu ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont en Afrique où il y a de la terre et ils l'achètent. Et rendez-vous les problèmes que ça va poser quand un quart de l'Afrique aura été acheté par les Asiatiques et que les Africains sont 4 milliards et diront eh, comment je bouffe moi hein? Eh ben voilà, donc là c'est de la géopolitique qui pose problème. Conclusion, Danada, je passe, et les écosystèmes. Je vous l'ai dit, pour augmenter la surface cultivable de la planète, il faut aller dans des écosystèmes, dans la forêt. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est joli, pas mal. Voilà, on fait ça. Donc on va défricher et on va faire le désert hein, sur... Alors, est-ce que c'est 1 milliard d'hectares? Est-ce que c'est 500 millions d'hectares? On se dispute entre les uns et les autres pour limiter autant. Enfin, si vous voulez, on est en train de détruire la forêt tropicale et la forêt primaire dans les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud pour augmenter la surface cultivable parce qu'on a décidé qu'on ne ferait plus de barrages. Des choses qui ne tournent pas. Alors, il n'y a pas que la zone tropicale. Je vous ai dit qu'on pouvait mettre en culture l'Europe du Nord, enfin le nord de l'hémisphère nord. Ben, ça, c'est des forêts de mélèze. Allez, on fait passer la tronçonneuse et on y va. Donc ça part aussi. Et qui c'est qui souffre, in fine? Et ça, c'est mon dernier transparent, c'est lui. La nourriture, l'eau dans la planète, c'est lui qui souffre, c'est pas nous, c'est lui. Je vous remercie. Merci, M. de Marcilly, à part cette approche globale, nous avoir montré les problématiques qui sont critiques des ressources en eau. Excusez-moi de vous avoir contraint en temps, mais ma stratégie a bien marché. Je vous ai un peu contraint au départ pour vous permettre de tenir les temps comme ils étaient prévus dans le planning, et je vous en remercie. J'ai dit ce que je voulais dire. Très bien. Donc je suis sûr qu'il y aura des questions suite à votre exposé. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Non, mais bien sûr. Il peut y avoir débat. Il doit y avoir débat d'ailleurs. On se donne 15 minutes de questions. On va commencer par à gauche, puisque le premier micro est arrivé, oui. Oui, je suis Bernard Thévenon, promotion 70 de l'école de géologie. Non, la question, vous avez beaucoup parlé de l'eau qui est nécessaire pour fabriquer 1 kilo de bœuf, 1 kilo d'acier, etc. C'est la notion d'eau équivalente. Pourquoi en parle-t-on si peu? Est-ce que les pays actuellement en tiennent compte? Et quel est l'avenir de cette notion très importante? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question. Historiquement, si vous voulez, on a commencé à se préoccuper de ces machins-là dans les années 70, et c'est une Suédoise, Mme Falkenmark, qui a fait des bilans combien d'eau il y a par habitant dans les pays, hein, pour regarder le stress hydrique. Et ce concept, à mon avis, est idiot. Hein, mais ça fait rien, elle est gentille, Mme Falkenmark. Mais elle divise l'eau bleue, elle oublie l'eau verte, elle n'en parle même pas, elle ne savait peut-être pas que ça existait, et elle divise le nombre de mètres cubes d'eau par le nombre disponible en eau qui s'écoule, par le nombre d'habitants, et il dit en dessous de 1000, on est en situation de stress, et en dessous de 500 mètres cubes par habitant et par an, en eau bleue, eh bien, on est en situation de déficit hydrique intense. Donc on est parti là-dessus, mais ça ne permet pas de prendre des décisions, parce que vous voyez, la notion d'eau verte n'est pas introduite. Alors vous avez vu que bien souvent, c'est l'eau verte qui est le terme principal du bilan en eau. Donc ça défaut. Alors ensuite, on est arrivé au concept, c'est un Anglais qui a inventé ça, d'eau virtuelle. C'est-à-dire qu'on a bien vu que cette histoire de compter les mètres cubes, ce n'est pas réaliste, il faut tenir compte de l'importation d'eau. Donc la notion d'eau virtuelle, elle est arrivée à peu près dans les années 80-90, hein, c'est assez récent ça. Hein. Et puis maintenant, la notion d'empreinte eau est encore beaucoup plus récente. C'est un Hollandais qui a été quand même le pionnier là-dedans, il s'appelle Hoekstra, il est une petite université en Hollande qui s'appelle Twente. Il est têtu comme une mule, donc c'est très difficile de discuter avec lui. Et par exemple, si on lui dit « ouais, ton concept, on pourrait peut-être faire évoluer », non, lui, c'est la Bible, c'est inscrit, on n'en trouve pas. Il y a beaucoup de travaux à faire là-dessus pour préciser un peu ce concept. Mais il a inventé ces trois concepts, eau verte, enfin, eau verte, eau bleue, ça avait déjà été perçu, mais l'eau grise, et on essaye maintenant de forcer, enfin d'inciter les entrepreneurs, les citoyens, tout le monde, de prendre conscience de ça et de voir un peu quels sont nos bilans. Hein.
Alors vous me dites, c'est un reproche que je prends personnellement, chers collègues, c'est pas assez connu. Oui, ben, je fais des conférences tant que je peux, mais je peux pas les faire tous les jours. Et non, c'est des trucs. Il y a un bouquin, si ça vous intéresse, achetez un bouquin par un ancien élève qui s'appelle Daniel Zimmer, qui est paru en décembre 2013, qui s'appelle L'empreinte eau. Il explique tout ça. Hein. Et on en parle peu à peu, c'est des concepts qui arrivent petit à petit. Mais vous avez une très grosse réticence de la part du monde académique et du monde ingénieur de mélanger les concepts d'eau verte et d'eau bleue. Parce que pour un ingénieur, l'eau, c'est l'eau bleue. L'eau verte, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je fais des canaux, je fais des pompes, je fais des puits, je fais des trucs comme ça. Donc, si vous voulez ramener l'eau verte là-dedans et obliger les gens à prendre conscience de la dualité de l'alimentation en eau, c'est quelque chose qui passe mal, hein, qui s'oppose à la culture ingénieure qu'on a dans nos pays et sur laquelle, j'espère, vous, étudiants de l'École nationale supérieure de géologie de Nancy, qu'en 2014, on vous a parlé de ces concepts, eau verte, eau bleue. Sinon, je dirais 2 mots à mon ami Michel Buès. Il y avait 2 questions au dernier rang, là-haut. Bonjour, je m'appelle Yanni Méziane et je suis étudiant à l'ENSJ en première année. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'eau sera une ressource qui sera cotée en bourse comme les matières premières le sont actuellement ? Non. L'eau est un bien public. Dans aucune législation, qu'elle soit de tradition germanique ou de tradition romaine, parce qu'il y a en gros 2 régimes de l'eau, il y a le régime de tradition romaine et le régime de tradition germanique. Dans aucun de ces 2 régimes, alors je ne sais pas ce qui se passe en Chine, ça c'est autre chose, mais dans aucun des régimes connus du droit de l'eau, l'eau est autre chose qu'un bien public. Donc elle appartient à la collectivité et c'est la gestion de ce bien public qui peut passer par des réglementations, par des attributions, par des délégations, mais jamais l'eau elle-même. Donc l'eau n'aura jamais, à mon avis, une valeur marchande qui ferait qu'elle soit cotée en bourse. Maintenant, si vous dites... si vous voulez, l'un des arguments supplémentaires pour vous dire ça, c'est que l'eau est extrêmement chère à transporter. Donc si vous voulez, c'est ce que je vous ai raconté avec l'iceberg, si on va tirer un iceberg depuis le pôle sud, on dépense tellement d'argent pour le tirer que c'est intransportable. Mais même transférer de l'eau du Rhône à Barcelone, comme c'était prévu il y a une dizaine d'années, hein, l'Europe avait proposé ça, Barcelone manque d'eau, le Rhône en a pas mal, parce qu'elle fait fondre le glacier des Alpes, et ben on va transporter de l'eau d'Arles à Barcelone sur à peu près 300-400 km. Ça ne s'est pas fait pour des raisons économiques, c'est-à-dire le coût de transport de l'eau est tellement cher que si vous voulez, ce n'est pas la solution. Donc on ne peut pas imaginer un marché global de l'eau dans lequel on aurait sur une place boursière, on va acheter de l'eau à Tokyo, la vendre à Paris, la revendre à New York. Il n'y a pas de transport de l'eau, c'est beaucoup trop cher. On peut vendre de l'eau minérale en bouteille, oui, mais l'eau dont on a besoin de tous les jours. Il y avait une deuxième question au milieu du rang, oui. Donc moi j'ai une question, je m'appelle Alexis Agneau, je suis en première année et depuis le début de votre exposé on voit beaucoup de solutions pour traiter de l'eau bleue avec l'irrigation et tout ça, mais pour l'instant on n'a pas vraiment parlé des solutions pour utiliser cette eau verte. Bien, l'eau verte, elle vient naturellement, donc c'est la meilleure façon de l'utiliser, c'est du choix des cultures qui sont le mieux adaptées à un climat donné et à une répartition temporelle des précipitations. Pour vous donner un exemple, actuellement, la végétation qui consomme le plus d'eau en France, c'est le maïs. Le maïs est une culture importée de l'Amérique du Sud, qui a besoin dans son cycle végétatif de recevoir de l'eau pendant l'été. On le sème en mai, et il croît, et il est récolté en septembre, mais il a besoin d'eau en juin, juillet, août. Alors que le blé, qui est une culture développée, enfin adaptée à nos climats, elle se plante en hiver ou même au début de printemps, et elle reçoit les pluies de printemps, et elle n'a pas besoin d'irriguer. Donc vous voyez, l'utilisation de l'eau verte, ça veut dire choisir le type de culture qui va le mieux correspondre à la répartition des précipitations en fonction du climat. On pourrait cultiver en France du sorgho. Le sorgho est un végétal beaucoup mieux
adapté au climat français et qui peut être donné aux animaux aussi bien que le maïs. Donc il n'y a pas de raison. On ne le fait pas pour des raisons traditionnelles parce que l'Europe a décidé qu'il fallait subventionner la culture du maïs. Donc vous voyez, c'est des décisions politiques. Alors ça, c'est donc le choix des techniques. Développer par des techniques génétiques, par exemple, pas nécessairement OGM, mais transgénèse, sélection, des cultures qui résistent au stress hydrique. C'est-à-dire que vous avez des cultures qui sont extrêmement bonnes dans des endroits où il ne pleut pas beaucoup, mais il y a un mois sec, la plante crève et c'est fini. Puis vous avez la même plante, moins productrice, mais qui arrive à se recroqueviller, réduire son évaporation, survivre et repartir si l'eau arrive. Donc vous voyez, c'est un choix de techniques végétales qui soit adaptées à des zones où les pluies sont pas nécessairement toujours au même moment. Troisième technique, c'est celle que je vous ai illustrée avec la brousse tigrée. Ça se fait en Afrique. Vous voulez planter un arbre, vous commencez par creuser une espèce d'entonnoir qui fait, suivant la région, peut-être 2-3 mètres de diamètre, et vous creusez un trou de façon à ce que toute l'eau qui tombe sur le flanc de l'entonnoir aboutisse au centre et alimente la plante. Donc vous pouvez, sur des arbres fruitiers, sur des arbres comme ça, installer le paysage de telle façon qu'on augmente la part d'eau verte simplement par des petits aménagements. En Tunisie, ils font ça par des banquettes, c'est-à-dire que quand vous avez des terrains en pente sur lesquels l'eau ruisselle, eh bien, on construit des espèces c'est pas des terrasses, c'est pas des terrasses construites en pierre comme on faisait autrefois, c'est des travaux au bulldozer, on fait des diguettes comme ça, le profil au lieu d'être comme ça, il va faire une petite digue et puis là, et voilà, et à chaque digue, on fait la pente de la digue dans l'autre sens, de façon à ce que l'eau revienne contre le muret et s'infiltre. Donc vous voyez, il y a plein de techniques, et on pourrait en inventer d'autres, d'améliorer la productivité de l'eau verte par des techniques d'ingénierie ou par des techniques d'agronome. Une dernière question. Oui, une question me vient à l'esprit. Les paysans actuellement en France, quand ils pratiquent encore les labours, savent-ils qu'il faut réaliser ces labours dans un sens pour que l'eau s'écoule plus lentement? Alors le problème du sens du labour par rapport au sens de la pente, c'est ça que vous posez, la question que vous posez. Bon, il y a 36 raisons de faire des labours qui soient orthogonales au sens de plus grande pente pour retenir l'eau et surtout pour éviter l'érosion. Parce que l'érosion, quand les terres sont à nu en automne et le transport, le charriage de terre dans les rivières et c'est une catastrophe. Seulement, si vous voulez, le problème c'est que si vous avez une pente comme ça et vous mettez un tracteur dessus, il faudrait inventer le tracteur avec une roue qui pente, etc. Il y a des problèmes technologiques, si bien que c'est pas fait. Mais c'est effectivement une chose qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est plus, si vous voulez, lutter contre les habitudes et puis développer peut-être des technologies qui permettent de faire des labours dans des sens qui ne sont pas les sens les plus classiques. Alors oui, je vais vous laisser parler parce que je vous ai déjà coupé la parole au débat précédent. Merci. Bonjour, je m'appelle Walter Navarra. Je suis venu parce que cet après-midi, il y a un débat sur les pétroles et gaz et je fais partie d'un collectif opposé au gaz de schiste. Mais le programme du matin m'intéressait, c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà, présentation faite. Je voulais dire d'abord merci pour votre présentation, c'était super intéressant, surtout pour les gens qui ont pu accès aux études ou en tout cas au fait d'être encore dans l'école, des gens comme moi par exemple. Je voulais vous dire 3 choses qui m'avaient peut-être un peu gêné dans ce que vous aviez dit, même si pour le reste, j'ai trouvé ça super intéressant, encore une fois je le répète. La première, c'est sur la projection de la population mondiale. Aujourd'hui, vous demandez à un démographe ce qu'il pense de ce que sera le nombre d'habitants de la population terrienne en 2050 ou en 2100. Et on retombe sur les principes d'incertitude qui étaient évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut dire grosso modo, alors vous dites si j'ai mal compris ce que m'avait dit ce démographe, mais grosso modo, on peut dire à 2020, 2030, on a une courbe qui va évoluer vers ça ou ça. Mais plus le temps passe et plus le principe d'incertitude est important. Le dernier exemple en date, c'est Ebola. Alors apparemment, on est en train de réussir à contrer ce problème-là. En tout cas, au Nigeria, les dernières informations sont plutôt positives. Mais rien ne peut dire qu'en 2050, on sera 11 millions et en 2100, on sera potentiellement 15 millions. C'est pas quelque chose qui est forcément entendable. Il faut bien mettre en opposition à ça des incertitudes très fortes. Plus vous allez loin, plus c'est incertain.
La deuxième chose, c'était concernant... Ça va? Il y a toujours un problème technique? Ah, super, merci. La deuxième chose, c'était concernant les solutions. Vous aviez abordé un slide sur les solutions possibles. Et je voyais qu'il y avait l'augmentation des intrants. Les intrants, c'est donc tout ce qui est engrais, notamment pour l'agriculture, pour les pays d'Afrique. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, les recommandations des institutions mondiales pour des pays comme l'Afrique, par exemple, enfin des continents, sont plutôt de revenir à une agriculture vivrière, d'agroforesterie, et l'IRD, là-dessus, que vous connaissez, apporte beaucoup de réflexions sur le sujet. Et il n'est pas certain qu'au contraire, l'utilisation d'intrants ou de produits Monsanto soit une bonne solution. Le dernier point, et je vous laisse la parole, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a un climatologue qui est venu à Nancy, pareil, dans le cadre d'un colloque sur le réchauffement climatique, qui apportait aussi des réflexions plutôt pessimistes sur notre devenir, un petit peu comme vous faites, qui parlait aussi de notre responsabilité individuelle dans notre consommation de tous les jours, sans non plus trop nous culpabiliser. Et le souci qu'il y a, c'est que c'est bien beau, mais à la fin, le mal, en tout cas le mal, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot qui est peut-être mal choisi, mais en tout cas, les causes qui nous amènent à cela sont-elles traitées, ou en tout cas évoquées? Je fais allusion notamment au système économique dans lequel on vit. Voilà. Merci. Vous me donnez une demi-heure pour répondre aux 3 questions? Non, je vous donne quelques minutes, mais je conçois que c'est un challenge pour... Alors écoutez, moi j'étais parti sur la même idée que vous, c'est-à-dire que faire des prévisions démographiques au-delà de 2050, c'était extrêmement périlleux. Et j'ai travaillé sur un rapport de l'Académie qui s'appelle Démographie, climat, alimentation mondiale. Donc pas mal d'images viennent là-dessus. Il y avait un démographe qui s'appelle Henri Léridon qui a fait ça avec moi. Il m'a dit, écoute, au-delà de 50 ans, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Mais les Nations Unies, qui est le seul organisme aujourd'hui qui a la compétence, et ils sont très compétents, pour faire des prévisions dans les durées, ont dit non, on peut maintenant, compte tenu de la vitesse de réduction du taux de la fertilité, en fait. Le problème, c'est ça. Combien y a-t-il d'avoir d'enfants en moyenne par femme dans l'avenir? Eh bien, on regarde à partir de ce qui s'est passé dans d'autres pays sur la transition démographique, et avec ce qu'on voit aujourd'hui, disent-ils, je ne suis pas démographe, donc je ne peux pas les plus vite, ils disent, c'est pas impossible de faire quelque chose de raisonnable pour 2100. Alors, vous voyez qu'ils l'entourent de bandes d'incertitudes. Ne regardez pas les pointillés sont idiots. Les pointillés, c'est complètement arbitraire, c'est de dire, je diminue par un demi-enfant par femme, ou j'augmente par un demi-enfant par femme le taux de fertilité. C'est n'importe quoi. Pourquoi 0,5? Pourquoi pas 0,2, 0,4? Tandis que les courbes, les bandes colorées, ça, c'est un calcul extrêmement compliqué et savant d'incertitude dans lequel ils disent, je crois que nous pouvons cerner, c'est nouveau ça, c'est la première fois que ça se fait par les Nations Unies, nous pouvons fournir une forme d'incertitude. Et vous voyez, c'est pas énorme. On est entre, mettons, un peu moins de 10 et un peu plus de 12-13, quoi. Donc, est-ce que c'est raisonnable? Je ne suis pas démographe pour le faire, mais je dirais que ce n'est pas parachuté. Ça vient de l'organisme unique dans la planète qui fait ça et qui dit nous avons les moyens de le faire jusqu'à 2100. Alors, le deuxième point, j'ai déjà oublié, c'était l'agriculture en Afrique, c'est ça? Alors, oui, il y a plusieurs choses. Vous avez totalement raison qu'il est nécessaire, c'est aux décideurs africains de décider. Ce n'est pas à nous de faire, dis donc, toi tu vas faire ça et toi tu vas faire ça. Ils ont décidé à un moment donné, effectivement, de privilégier les cultures d'exportation qui leur permettaient, par la vente des produits comme le cacao, comme le café, comme le coton, d'avoir des devises avec lesquelles ils voulaient faire des investissements, augmenter leur niveau de vie, etc. Ce choix est probablement discutable, et vous avez raison, à mon avis, surtout, il n'est pas antinomique du suivant, ce que vous avez préconisé, qui est d'ailleurs qu'il faut revenir sur des cultures vivrières. Ça, c'est absolument indispensable, et tout le monde le dit, il faut construire des zones périurbaines dans lesquelles on va faire des légumes, des choses comme ça, et augmenter la production intrinsèque de l'Afrique en nourriture pour être autosuffisante, ce qu'elle peut être. Ça, c'est vrai, mais là où je diffère avec vous, c'est que pour que l'Afrique ait des productions de cultures vivrières, disons, efficaces, si vous êtes à 10 quintaux par hectare, vous êtes à peu près à la même productivité que l'Empire romain. Donc on ne peut pas rester avec des productivités ici bas. Alors, ils ne sont pas obligés d'acheter des produits Monsanto, mais il faut quand même introduire un tout petit peu de progrès agricole, soit sur le choix des cultures, soit sur les nitrates, l'engrais. Quand on ne met pas d'engrais du tout, on ne peut pas arriver, on ne peut pas avoir beaucoup plus de 10 ou 20 quintaux. Alors nous, on met 200 kg d'azote à l'hectare
ce qui est 10 fois trop. Enfin, 10 fois trop, j'exagère. On pourrait en mettre moins. Mais entre ne rien mettre et mettre 20, 30, 40 kilos, et dans les pays où ça s'est passé, c'est en particulier dans l'Afrique anglophone, au Kenya, ou dans ces pays-là, ils ont eu des progressions de rendement. Et ce qui retient les Africains de mettre des engrais, c'est qu'il est fauché, le paysan africain. Donc s'il faut acheter des engrais et récupérer de l'argent par la production de l'année suivante, il n'a pas la trésorerie pour le faire. Et donc tout ce qu'a fait l'État kényan, c'est de faire des prêts. Des prêts en disant, si vous voulez acheter des engrais, on vous prête l'argent pour l'acheter. Et ça a décuplé, enfin décuplé j'exagère, mais ça a fortement augmenté. Donc je pense qu'il y a des gains à faire. Alors est-ce qu'il faut ne pas mettre de pesticides pour en mettre, j'en sais rien, mais enfin, si vous voulez, il y a nécessairement un gain à faire sur la productivité de l'agriculture africaine, à mon avis. Alors la dernière question, c'était sur... J'ai oublié. Vous pouvez rappeler votre dernière question? C'était sur... Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Alors là, je vais vous dire des horreurs. Excusez-moi, mais je vais vous dire des horreurs. Je ne parle pas de capitalisme, pas capitalisme. Je dirais, je ne suis pas le seul à le dire, la planète traverse ce qu'on pourrait appeler un gros temps. On a d'énormes problèmes, on a le changement climatique, on a la croissance démographique, on a l'épuisement des ressources, tout ce que vous voulez. Vraiment, on est dans une période, et je vous félicite d'avoir 20 ans aujourd'hui et d'avoir à vous coltiner à tous ces problèmes et de trouver les solutions. C'est fantastique. Hein. Vous avez devant vous un chantier énorme pour essayer de faire que la planète survive. Hein. Il y a des solutions, il faut les trouver. Mais nous sommes tous dirigés par un système politique qui s'appelle la démocratie, laquelle est myope. La démocratie a une vision qui ne s'étend pas plus loin que la durée du mandat élu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe qui s'appelle Pierre Rozon-Valland du Collège de France, et ça a déjà été dit au XVIIIe siècle par Condorcet. Donc actuellement, nous sommes dirigés sur toute la planète par des chefs d'État ou des systèmes politiques qui n'ont aucune vision à long terme. C'est ce qu'on appelle la myopie. Donc toutes les décisions qu'il faut prendre, ne comptez pas sur nos présidents, nos chefs d'État, nos ministres, etc., pour s'intéresser au long terme. C'est impossible. C'est impossible. Donc il faut réformer ce système-là. Il faut réformer ce système-là. Rozon-Valland, auquel je ne participe pas du tout à ses idées sur ce point-là, il dit, c'est très simple, on va faire une académie du futur. Et l'académie du futur, elle dira aux politiques, dites donc, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est idiot. Moi, je suis membre de 3 académies et je peux vous dire que ça ne sert à rien, une académie. C'est complètement nul et c'est des gens pour se faire plaisir qui racontent des rapports. Mais c'est rien, ça n'a aucun effet, aucune incidence sur le gouvernement, ce n'est écouté par personne, une académie. C'est n'importe quoi, une académie. Donc faire une académie du futur sur une académie de plus, c'est très intéressant, c'est pas vrai, on fera des belles discussions, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. On a un vrai problème politique, c'est comment on organise notre gouvernance de façon à ce que les politiques ou les personnes en place aient une vision et une connaissance et une perception du futur, ce qu'ils n'ont pas. C'est intrinsèque et c'est très grave. C'est très grave et comment on fait, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si ça pourrait avoir de questions, mais en tout cas ça en soulève une autre. Bon écoutez, merci beaucoup Monsieur de Marcilly, merci encore. Je vous propose de lever la séance. À quelle heure devons-nous revenir? Voilà, déjà, merci de votre attention pour cette conférence. Je voudrais remercier déjà les intervenants, donc M. Louis Cosero, M. Marc Blanc, M. Ghislain de Marcilly et M. Jean-Jacques Jarige. Et je vous donne rendez-vous pour la 2e table ronde sur les ressources à 14h. Ok, merci.